vaccination, ça ne se discute pas. Alors, il faut des débats. Et il est nécessaire, à l'heure à laquelle nous nous trouvons, qu'il y ait un débat public sur la vaccination. La vaccination, ça ne se discute pas. À l'heure à laquelle il faut des débats. Un débat, il est nécessaire sur la vaccination. À l'heure à laquelle nous discute pas. Alors, il y a un débat public sur la vaccination. Discute pas. Alors, il faut des La débats. vaccination, ça Et ne il est se discute nécessaire, pas. à l'heure La à laquelle nous nous trouvons, qu'il y ait un débat public sur la vaccination. La vaccination, ça ne se discute pas. She just speak. Everybody can speak and everybody can believe in God. This is not science. It's just belief and religion. Évidemment que ça se discute. Et je pense que la manière dont une part de la communauté scientifique se braque contre les travaux de Gherardi et de Autier, c'est que précisément, il y a derrière le spectre des ligues anti-vaccinales, etc. etc. Alors je crois qu'il faut faire la part des choses. Un adjuvant n'est pas un vaccin. Et la vaccination, discuter la vaccination ne veut pas dire être opposé à la vaccination au sens large. Donc ça, je pense que c'est des nuances très importantes qu'il faut mettre en avant. Et je pense que c'est, de la part de certaines personnes aussi, une manière d'instrumentaliser le débat. C'est-à-dire en fait, c'est la stratégie de l'homme de paille, c'est-à-dire de caricaturer le discours de quelqu'un dont on ne partage pas les opinions pour pouvoir lui porter la contradiction. Tout a commencé avec des douleurs dans la jambe gauche, à type de sciatique à répétition. Donc surtout dans le bas du corps. J'ai eu des douleurs principalement au niveau lombaire, à tel point qu'on ne pouvait pas toucher le bas de mon dos, en fait. J'étais très sensible et le fait de toucher le bas de mon dos, c'était impossible. Donc au niveau sensitif, j'avais des gros problèmes. Puis ça s'est propagé donc, sur la partie supérieure du dos. Donc ça me faisait que des douleurs comme des déchirures, des coups, comme si j'avais été rouée de coups, en fait, dans tout le dos. Ensuite, ça s'est propagé donc à la jambe droite. Et puis, ça a poursuivi avec les membres supérieurs, donc les épaules, avec des brûlures, comme si l'articulation était enflée. Et donc, puis des douleurs qui descendaient dans les bras, jusque dans les doigts, comme des décharges, en fait. J'ai eu des gros problèmes aussi au niveau des cervicales. J'ai dû porter plusieurs fois des Minerves, merci. Et donc voilà, donc je ne pouvais pas toujours bien marcher. Souvent, je boitais. Ça arrivait pendant un bon moment. J'avais beau voir plusieurs médecins, généralistes, kinés, même des ostéopathes. On ne savait plus vers qui m'emmener. J'avais beau passer plusieurs examens, des scanners, des IRM, bilan sanguin. On ne trouvait rien. C'est là que la galère commence, quoi, parce qu'on cherche, on fait des examens de sang, on voit des spécialistes, et personne ne trouve ce que vous avez. Vous avez mal tout le temps, et en plus les douleurs elles augmentent et elles se répandent de plus en plus dans votre corps. Alors avant, c'était les douleurs dorsales. Après, c'est les genoux qui commencent à faire mal quand je marche. J'ai des picotements, des trucs comme ça, quoi. Et ça empire de jour en jour. Mais aucun médecin ne peut vous dire ce qui vous arrive. Et à la fin, on finit par vous envoyer chez le psychologue, quoi. Voilà. Ou alors, il y en a même un qui m'a dit que depuis qu'il était divorcé, il allait mieux. Donc voilà, on en tire ces conclusions-là. Quand j'étais en recherche de diagnostic et que j'ai vu plusieurs médecins, donc que ce soit rhumatologue, généraliste, neurologue ou autre, et qu'à force on me répétait que c'était dans ma tête, puisqu'aux examens il n'y avait rien, j'ai finalement presque fini par croire que c'était vraiment dans ma tête. Et ça, beaucoup de personnes qui nous contactent nous rapportent ce genre de ressenti. Et c'est vraiment une maltraitance de la part du milieu médical, en fait. À partir du moment où on ne trouve rien, on ne sait pas, on vous fait passer pour quelqu'un de malade psychologiquement. Alors, bon, déjà, moi, j'ai partagé un petit peu autour de moi, à mon travail, un peu mon vécu. J'avais la chance d'avoir des bonnes collègues et qui m'ont beaucoup aidée. J'ai pu connaître une malade, en fait,
qui était une amie de ma collègue, qui m'a dirigée auprès d'Henri Mondor. Et donc, on a fait le nécessaire, j'ai demandé à pratiquer une biopsie. Et donc, on a pratiqué la biopsie du deltoïde, et c'est là qu'on s'est rendu compte que j'avais une myofasciite à macrophage. C'est le médecin traitant qui a reçu donc, le compte-rendu d'Henri Mondor, donc c'est le compte-rendu de la biopsie, et c'est elle qui m'a annoncé donc, que j'avais une myofasciite à macrophage. Et donc, bon, elle était contente pour moi qu'on ait trouvé le diagnostic, et moi, avec le temps d'attente, avec la souffrance, j'ai fini par fondre en larmes en apprenant que j'avais une myofasciite à macrophage. Faire monter des souvenirs, alors c'est pas toujours agréable. Et c'est elle qui m'a parlé la première fois justement d'une maladie qui pourrait être provoquée par les vaccins. Les vaccinations, les dernières que j'ai reçues, qui donc seraient l'hépatite B et le DT polio. Donc j'avais le Génévac B et le Révaxis qui auraient déclenché en fait cette pathologie. Donc avant d'être diagnostiqué, d'avoir le diagnostic de myofasciite à macrophage, de savoir que la maladie, que mes troubles venaient de cette vaccination, j'ai mis 7 années. 7 années d'errance thérapeutique. C'est totem et tabou. Le vaccin est un totem. On est le pays de Pasteur. Je suis personnellement convaincu que l'histoire des vaccins a amplement montré son utilité extrême pour la santé publique du monde. Et donc, je partage l'idée de la plupart de mes collègues que c'est un trésor d'avoir des vaccins. Et donc, quand on touche au vaccin, ça pose un problème. Mais d'un autre côté, il est également vrai que, comme médecin, quand on voit des patients, et nous, on a concentré ces patients, donc on en a vu beaucoup, on ne peut pas laisser tomber l'affaire. Et donc, la route est étroite entre le désir de préserver le bénéfice du vaccin pour le plus grand nombre et le désir de ne pas commettre une injustice que rien ne peut rendre acceptable vis-à-vis des patients qui ont un effet secondaire du vaccin. Les patients sont malades, et une maladie qui est quand même invalidante. Je crois que ça, c'est un point qu'on sous-estime toujours. C'est des patients qui vont avoir une expression de la maladie qui est extrêmement importante, des douleurs, une fatigue extrêmement intense, des troubles cognitifs, et pour autant qui n'auront pas vraiment l'impression, en tout cas, le corps médical n'aura pas vraiment l'impression qu'ils ont une maladie. En tout cas, ne comprend pas. Et quand on ne comprend pas quelque chose, on a tendance à dire que c'est des troubles psychologiques, psychiatriques, ce qui simplifie les choses. Ce qui n'est pas le cas. Donc ces patients, déjà, ont une souffrance et vont avoir du mal à avoir un diagnostic. Et puis quand le diagnostic est fait, bien souvent, les médecins qui ont été amenés à faire le diagnostic vont dire « Ah ben oui, mais là, on ne connaît pas la maladie, on ne peut pas s'en occuper, allez voir à Créteil si on peut s'occuper de vous. » Pour Henri Mondor, c'est facile, le nombre de patients enregistrés dans la base de données, clinique, c'est 335 à ce jour. Le nombre de patients diagnostiqués depuis les premiers cas est plus important, on doit être à l'ordre entre 500 et 600. Et bien sûr, ça représente l'activité d'un centre. Donc il n'y a pas, à ma connaissance, de registre national actif, d'observatoire, escalité qui puisse donner le chiffre exact. Si on se base sur le fait que quand nous regardons les patients vaccinés
qui ont un syndrome de fatigue chronique avec douleur musculo-articulaire, on a en moyenne, après l'évaluation que nous faisons, un tiers de patients avec myofasciite à macrophages. On peut penser qu'on est à plusieurs milliers, voire 10 000 patients en France qui pourraient être atteints par une myofasciite à macrophages. Et donc un nombre quand même conséquent et qui est certainement sous-estimé. Je suis malade depuis 1994, diagnostiqué en 1999 et j'ai adhéré à l'association E3M qui regroupe les malades de myofasciite à macrophages en 2002. Et si je l'ai fait, c'est en particulier parce que l'association était sur de bons rails, parce que Patricia Basselet, son mari Georges, qui était à ce moment-là président de l'association, avait axé l'action de l'association sur la recherche scientifique, en partant du principe que c'est par la connaissance que l'on pouvait avoir la certitude que notre pathologie était induite par les sels d'aluminium dans les vaccins. Donc voilà, et à partir de 2011, parce que les connaissances scientifiques étaient suffisamment fortes pour que l'on puisse le faire, nous avons contacté l'ensemble des parlementaires, 260 d'entre eux d'ailleurs à ce jour sont intervenus auprès des politiques, auprès des responsables des ministres de la Santé sur le sujet de l'aluminium dans les vaccins. Et lors de l'élection présidentielle de 2012, nous avons contacté tous les candidats, quelle que soit leur appartenance politique. Et certains d'entre eux se sont engagés, en particulier le candidat Hollande, avec Marisol Touraine qui faisait partie de son staff, à ce que la recherche soit financée d'une part, et d'autre part, à ce que l'ensemble de la population puisse accéder, s'il le souhaitait, à des vaccins sans aluminium. Et c'est en 2013, une fois que cette équipe est arrivée au pouvoir, que nous nous sommes rendus compte que les engagements ne seraient pas respectés. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris la présidence avec toute une équipe de l'association E3M et que nous sommes intervenus sur un champ plus politique avec des actions notamment devant le ministère de la Santé. L'histoire commence en 1993, où à l'occasion d'une réunion des neuropathologistes français, ma collègue de Bordeaux, Michel Coquet, dans une session de présentation de cas, où tous les ans les neuropathologistes montrent des cas bizarres aux uns et aux autres pour voir si quelqu'un a rencontré quelque chose d'équivalent, nous a montré donc le cas d'une infirmière de Jonzac qui avait un tableau de douleur musculaire, de fatigue inexpliquée, d'augmentation des enzymes musculaires dans la circulation. Et à la biopsie musculaire, une lésion très étonnante, remplie de macrophages. Et comme c'est une spécialiste de la microscopie électronique, elle avait été jusqu'à regarder de façon ultrastructurale, avec un microscope électronique, le contenu de ces cellules et avait trouvé des particules. Personne autour de la table n'avait vu des lésions analogues. Et cette première observation est passée un peu à l'as, parce qu'on voit en permanence des choses rares et qu'on ne comprend pas apparaître dans la littérature. Quelques semaines plus tard, ici à l'hôpital Henri Mondor, j'ai la biopsie d'un patient qui lui aussi avait des douleurs musculaires, une fatigue, et des enzymes musculaires élevées, et pour lequel une biopsie musculaire a été réalisée. Et à la lecture de la biopsie musculaire, je tombe sur exactement la même lésion que celle qu'avait montrée Michel Coquet. Il s'agissait en fait d'un patient qui présentait une symptomatologie qu'on a su après être tout à fait caractéristique. Et c'est la première biopsie qu'on voyait comme telle à Henri Mondor, et on a donc beaucoup travaillé sur ces lésions qui étaient quand même des lésions très nouvelles pour nous. Et puis Michel Coquet, qui est une personne avec beaucoup de suite dans les idées, avait envoyé un fragment de muscle dans un centre de physique situé à Bordeaux.
Et alors qu'on avait presque tous oublié qu'il y avait ces inclusions et qu'on cherchait activement la bactérie responsable de cette nouvelle maladie, le résultat nous est revenu en disant c'est curieux, vos lésions ils contiennent de l'aluminium. Donc sur cette information très très étonnante, on se précipite sur les histoires des patients, on cherche les expositions à l'aluminium, on n'en trouve pas. Et heureusement, comme les patients que nous avions biopsiés avaient souvent des petites anomalies de l'auto-immunité, j'avais commandé le dictionnaire en 4 volumes de Reut, qui est la Bible de l'immunologie mondiale. Et quelques jours après la réception de l'information de l'existence d'aluminium, je reçois ces 4 volumes et donc je dis, je vais chercher, voir, même si je n'ai pas trouvé la cause, la source de cet aluminium, est-ce que l'aluminium peut avoir un rôle dans une maladie auto-immune? Et à l'index, je tombe sur aluminium utilisé comme adjuvant des vaccins. Heureusement, en France, les vaccins sont colligés dans les carnets vaccinaux. Ça a été très difficile. Pour certains patients, on a été obligé de téléphoner ou de prendre contact avec leur médecin généraliste pour qu'ils retrouvent dans leur propre fiche s'il y avait eu des vaccins. Et là, jackpot, 100% des patients avec une myofasciite à macrophage avaient reçu un vaccin, souvent de très nombreux mois, voire des années avant les premiers symptômes. Donc, c'est comme ça qu'on a pu progressivement arriver à la certitude que la lésion de myofasciite à macrophage observée au microscope est en fait le témoin d'une persistance à très long terme de l'adjuvant hydroxyde d'aluminium utilisé de longue date dans les vaccins. Il faut bien comprendre ce qu'on dit quand on dit myofasciite à macrophage. On parle de patients qui ont des lésions histologiques de myofasciite à macrophage persistant de manière anormalement prolongée. Ça, c'est un point qui est très important. La lésion histologique que nous, on voit par la biopsie, ça correspond à ce qu'on appelle le granulome aluminique post-vaccinal, qui va survenir chez tout individu chaque fois qu'il reçoit une vaccination aluminique. Donc ça, c'est un phénomène physiologique. Après, la durée de persistance de la lésion, elle n'est pas exactement connue chez l'homme. Ce que nous savons par les approches expérimentales, notamment chez le rat, c'est qu'on a une décroissance de la lésion avec le temps et qu'elle disparaît dans l'année qui suit une injection. Donc ce que nous voyons chez les patients, quand on trouve une lésion 4, 5, 6 ans après une vaccination, c'est une persistance anormalement prolongée. Je recopie et puis que j'en fasse une. Donc, il a fallu voir si tous les patients avaient une symptomatologie cohérente, ce qui a nécessité donc la mise en place d'une consultation. C'est mon adjoint, le docteur Jérôme Autier, qui est maintenant professeur, qui a mis en place cette consultation à Créteil. Une autre consultation analogue avait été mise en place à la Pitié-Salpêtrière. C'était le professeur Chérin qui s'en occupait. Et ces 2 consultations ont permis de constater que tous les patients chez lesquels une biopsie musculaire avait montré une myofasciite à macrophage, cette lésion de macrophage renfermant de l'hydroxyde d'aluminium, que ces patients avaient tous la même présentation clinique, avec de façon commune des douleurs musculaires chez à peu près 90% des patients, des douleurs articulaires chez à peu près 50%, une fatigue qu'on a commencé à connaître très bien et comme étant un élément probablement majeur de la symptomatologie qui était présente aussi chez 80 à 90% des patients, et des plaintes cognitives, c'est-à-dire des patients qui nous disaient qu'ils n'étaient plus comme avant.
j'arrivais plus ou moins bien à vivre avec, mais c'est au boulot que je me rendais bien compte qu'il y avait un gros problème, parce que en tant qu'électronicien, il me fallait... j'avais beaucoup J'avais besoin vraiment de ma mémoire, quoi. Il fallait se rappeler de plein de choses, des modifications sur les appareils. Et même quand je prenais le tournevis pour ouvrir un appareil, je commençais à avoir mal au poignet. Il fallait que je lâche le tournevis parce que je n'arrivais plus à le tenir, quoi. Ma main lâchait. Et même mon collègue, il me disait « Mais Laurent, qu'est-ce qui t'arrive? Avant, tu savais tout, on te posait des questions, tu savais. Maintenant, tu ne sais plus rien. Il faut que tu sortes les documents pour les relire et tout ça. » Et voilà, et puis oui, c'est au boulot. Le matin, j'allais au boulot, 2 heures après, je rentrais parce que j'en pouvais plus. J'avais mal à la tête. Je voyais bien que ça n'allait plus. Oh là là. Là, maintenant, je suis un peu... Nous avons la chance à Créteil d'avoir un centre de référence hautement spécialisé dans l'étude des fonctions supérieures neurologiques. Et ces patients donc, ont été examinés dans ce centre. Et un patron d'anomalie s'est dégagé de façon assez nette, avec notamment certains types de mémoire particulièrement impactés et de tests plus complexes, témoignant d'une lésion probablement organique cérébrale. Et donc après, on a une vraie photographie de l'état clinique du patient et on va essayer de lui proposer des stratégies thérapeutiques qui sont d'efficacité assez incertaine. C'est une maladie qui est très dure à soigner. Alors en 1854, lorsque Henri Sainte-Claire de Ville produit pour la première fois l'aluminium sous forme métallique, il en étudie les caractéristiques chimiques. Et à l'état scientifique de cette époque-là, c'est-à-dire selon l'instrumentation scientifique, ses propres analyses, il conclut à l'innocuité du métal. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il compare avec les autres métaux. C'est-à-dire que quand on compare avec le fer étamé, avec le cuivre, avec le plomb qui sont utilisés, le métal paraît être le métal du progrès, le métal de l'avenir, en tout cas pour les ustensiles de cuisine. Ça, c'est extrêmement important. Ceci étant, à partir de 1886 et au vu du développement des ustensiles de cuisine, on va voir apparaître des controverses. La première, ou en tout cas l'une des premières significatives, c'est 1891, 2 chercheurs allemands qui publient un article en disant « Mais l'aluminium est dangereux, il est corrodable et l'alumine va dans les aliments ». Controverse, alors là, beaucoup plus importante puisqu'elle dure encore, ça paraît tout à fait étonnant, mais c'est le cas, c'est la levure chimique aux États-Unis. Donc là, on a en fait des procédés rivaux. On a la levure de boulanger, qui elle est une levure tout à fait naturelle à base avec un champignon, et puis la substitution avec ce qu'on appelle la levure chimique. Un premier procédé qui met en œuvre des composants comme le bicarbonate de soude, et puis un deuxième procédé qui lui va mettre en œuvre l'aluminium ou les sels d'aluminium. C'est parce qu'il y a une guerre entre les industriels et des procès que cette controverse va émerger dans le champ public. Parce qu'il y a des procès, les industriels vont faire appel à des experts, à des chercheurs, qui vont les uns tenter de montrer l'innocuité, les autres montrer au contraire la toxicité de l'aluminium. Et on a là plusieurs centaines de chercheurs qui se lancent dans cette première et grande quête de la toxicité de l'aluminium. Alors, c'est vrai qu'une des particularités de cette controverse, c'est que Roosevelt, en 1908, met en place un conseil composé de médecins en particulier ou de chimistes chargés d'établir ou non l'innocuité du métal. Oui, les enjeux sont importants parce qu'en fait, derrière la levure chimique, c'est toute l'industrie de la viennoiserie et de l'agroalimentaire qui se profile à une époque, on est dans les années 1870, mais on est vraiment au premier pas et à la construction du secteur agroalimentaire
agro-industriel. Donc les enjeux économiques sont importants. Et puis surtout, il y a une vraie controverse qui oppose les industriels à des chercheurs publics au sein du département agricole américain et au sein de l'université de Columbia. Donc on est dans une véritable, déjà des enjeux économiques et scientifiques très importants. On a des chercheurs qui instruisent à charge et on a des chercheurs qui publient à charge. Et voilà cet ouvrage imposant qui est publié par quelqu'un qui va faire école pendant très très longtemps, Ernest Ellsworth Smith, qui est un scientifique reconnu et qui publie en 1928 cet ouvrage. Donc on est à plus de 30 ans après le début de la controverse. Un ouvrage qui est censé faire le point sur la question. En fait, il fait bien le point sur la question, mais de façon très biaisée, c'est-à-dire qu'il utilise ce qui l'intéresse dans certaines communications, il omet de parler de celles qui sont à charge, et puis il conclut avec des articles, avec des arguments qui sont tout sauf scientifiques. Et en face, le camp des anti-aluminium, si je puis dire, est beaucoup plus démuni. Ils n'ont pas les moyens financiers de publier des ouvrages comme celui-ci. Donc on a, dès cette époque-là, on va dire un déséquilibre dans les forces en puissance, avec pourtant des travaux aussi légitimes et sérieux d'un côté, de ce côté-là, j'ai envie de dire que de l'autre, sauf que de l'autre, on sait qu'ils sont instrumentalisés. Et ça, c'est vrai dans beaucoup d'industries et encore aujourd'hui. Très régulièrement, dans l'histoire des relations qu'il y a eu entre la science et l'industrie, la science a été utilisée pour exiger des niveaux de preuve formidables avant de prendre la moindre décision. Des niveaux de preuve formidables qui sont des niveaux de preuve, en tout cas bien supérieurs aux niveaux de preuve qu'on exige pour mettre sur le marché un produit. Alors c'est très intéressant parce que pour tout ce qui a trait à la biologie, c'est très difficile d'avoir des niveaux de preuve quand une substance ou un produit est dispersé comme ça dans la population à grande échelle. Il peut se passer des événements de faible incidence, où c'est très difficile d'attribuer les événements aux produits qu'on a mis en circulation. Mais toujours est-il que pour obtenir une preuve définitive, une preuve scientifique, ce qu'on appelle une preuve scientifique, bien souvent, il faut attendre de compter les morts et les malades. Et ça, je pense que c'est une façon de dévoyer l'esprit de la science. Il n'y a rien dans la science qui dit que la preuve scientifique doit primer sur la santé publique. Ça, c'est un choix politique, ça n'a rien à voir avec la science. Et donc moi, ce que je trouve très intéressant, c'est de voir comment, sur des sujets où on a une suspicion forte, ou même une suspicion modérée, des dégâts sanitaires que peut provoquer la mise sur le marché ou la mise en circulation d'un produit, eh bien, on souhaite, pour des raisons de bonne science, attendre d'avoir la preuve définitive. Mais bien souvent, c'est simplement impossible. C'est simplement impossible. Et de toute façon, encore une fois, la science n'exige pas de placer la preuve scientifique au-dessus de considérations de santé publique. C'est dès cette époque-là, et alors c'est vrai dans d'autres industries, comme celle du tabac par exemple, où l'on voit l'instrumentalisation du doute. C'est-à-dire que l'objectif de ces publications, c'est de dire au juge qui va être saisi, vous voyez, ils ne sont pas sûrs d'eux, donc il y a un doute, donc vous ne pouvez pas interdire cet usage-là de l'aluminium. Une preuve scientifique, c'est quelque chose de très fort, qui a un sens, qu'on obtient avec non seulement de la toxicologie, non seulement avec des mécanismes qui expliquent le mode d'action d'un produit sur les organismes, mais aussi qu'on obtient avec de l'épidémiologie, c'est-à-dire avec la preuve que les gens sont effectivement malades. Alors c'est très intéressant parce que pour obtenir une preuve épidémiologique, eh bien, il faut faire des enquêtes épidémiologiques. Pour faire des enquêtes épidémiologiques, il faut financer des études épidémiologiques, des laboratoires, des gens qui vont s'intéresser à cette question. Alors si on ne fait pas ça, oui, on n'aura pas de preuves et on n'en aura jamais. En Angleterre, dans l'entre-deux-guerres, on a exactement le même scénario. Là, c'est un médecin généraliste qui publie ce petit opuscule en 1928, contre lequel les industriels vont bien sûr lancer une opération extrêmement organisée, avec là d'autres ouvrages qui sont publiés par des scientifiques renommés, des toxicologues, qui ont exactement les mêmes fonctionnements, les mêmes mécanismes que Ellsworth, c'est-à-dire qu'on utilise des travaux scientifiques, mais on a aussi des arguments
qui sont très très limites. Et surtout, on décrédibilise les travaux d'un médecin généraliste parce que ne peut être expert que quelqu'un qui est à l'université ou dans une faculté de médecine. Il faut bien voir que l'hydroxyde d'aluminium, il est proposé en 1927. C'est le même composé qu'on utilise en 2015-2016. Il n'a eu aucune évolution. C'est comme si on utilisait des avions de ligne, parce que le premier avion de ligne a été mis en place en 1928, qu'on utilisait en 2015 le même Fokker que le Fokker de 1928. Si vous voyez la photo du Fokker, vous n'avez vraiment pas envie de monter dedans, hein, je vous promets. Donc, la comparaison est pertinente parce que c'est la même chose. Personne ne penserait se passer des transports aériens. C'est d'une importance pour la vie du monde considérable. Mais tout le monde exige que la sécurité des avions soit en permanence remise en question. Eh bien, les adjuvants, c'est la même chose. Personne ne va discuter qu'il faut vacciner la population mondiale, qu'il faut donc l'utiliser. Mais il faut comprendre que la population, elle exige qu'on mette au service de cet usage les mêmes attentions sécuritaires qu'on met pour l'aéronautique. J'ai regardé avec la plus extrême attention tous les travaux antérieurs à l'avènement de la myofasciite à macrophage sur ce qu'on savait ou ce qu'on croyait savoir sur les adjuvants alimentiques. Tout est faux. Tout est faux. Tout est faux parce que fragmentaire et incomplet. L'étude qui fait référence actuellement sur ce que devient l'aluminium vaccinal une fois qu'il est injecté est une étude de 1997 menée par un chercheur américain qui s'appelle Florent, avec un autre chercheur qui est le pape des adjuvants qui s'appelle Stanley Hem. Ce travail a consisté à injecter un aluminium isotopique, donc radioactif, à deux lapins, donc seulement 2 lapins, qui ont été injectés par voie intramusculaire et pour lequel on a suivi le devenir de cet aluminium radioactif dans l'organisme du lapin et on a regardé ce qui était éliminé dans les urines du lapin. Le résultat, qui devrait en soi déjà être un résultat extraordinairement inquiétant, est que l'élimination à 28 jours était de 6%. C'est-à-dire que 94% de l'aluminium était resté dans l'animal. Et on continue, malgré ça, à dire l'aluminium est éliminé en quelques semaines après son injection chez l'homme. Plus grave, ce travail a perdu, entre guillemets, les os des animaux. Et on sait que l'os, c'est un des endroits où se stocke de façon durable l'aluminium dans l'organisme. Donc non seulement il n'y a que 2 lapins, mais en plus, dans les organes qui sont utilisés, les 2 fémurs ont été égarés, ont été malencontreusement détruits. C'est bête. Le muscle injecté n'a pas été examiné, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu décider si l'aluminium qu'ils avaient injecté était resté sur place ou pas. Et donc, on se retrouve avec une étude qui s'arrête en plus à 28 jours. Alors que maintenant, il est absolument certain que l'adjuvant, il va rester pendant des années dans l'organisme. Et que cette étude qui dit circuler, il n'y a rien à voir, regardez, il y en a très peu qui rentrent dans le cerveau, il y en a très peu qui rentrent dans le cerveau à 28 jours. Mais personne n'a regardé à 6 mois, à 1 an, à 1 an et demi après l'injection. Donc, c'est cette étude-là qui reste la référence de la vaccinologie mondiale. 2 lapins avec des organes perdus et avec un temps d'étude de 28 jours. Donc ça, c'est simplement, il faut tout refaire.
Le professeur Christopher Exley, qui travaille à la Keele University en Grande-Bretagne, est un des plus grands spécialistes mondiaux de l'aluminium. Il est d'ailleurs appelé Monsieur Aluminium par l'ensemble de ses pairs. C'est quelqu'un qui réunit tous les 2 ans l'ensemble des spécialistes de la toxicité de l'aluminium sur le plan international, des réunions en Europe, des réunions en Amérique du Nord. C'est quelqu'un que je rencontre régulièrement et en particulier depuis à peu près 5 ans, très très régulièrement, soit en France, soit en Angleterre. Quelqu'un de très pointu dans le domaine de l'aluminium et en même temps de très accessible et avec une très grande envie de faire en sorte que l'ensemble de la population prenne conscience que nous sommes maintenant rentrés dans l'ère de l'aluminium, dans les vaccins mais pas seulement. Chris, I wanted to come and see you to speak about your research on aluminium toxicity in Alzheimer problem, in vaccine and in other fields you are working. Mm-hmm. What are now your special research, your results? Where are you now? Yeah, well, as you know, myself and my group, we've been working in the field of aluminium for more than 30 years now. And that covers a wide range. It covers from the basic chemistry of aluminium and through to the way in which it would interact with any living organism. And that has been our remit for 30 years, which is to understand why aluminium has no biological function. So that's really been what my group set out to do. Most recently, I would say in the last 10 years, our focus has been on what we call human exposure to aluminium. One of the things that my group has always said, we are not anti-aluminium. We absolutely respect the many ways in which aluminium has contributed positively to all of our lives. This is not an issue with us. We're not anti-aluminium. Mm. But whenever you introduce something into life and into, particularly something which is going to be you expose humans to, you would normally make sure that it's safe first. That would be the first thing you do. In fact, for almost everything else you can think of, you have to do that. You have to demonstrate that something is safe first. That has never been necessary for aluminium. It has never been demonstrated that aluminium is safe. No, there's never been any legislation in order to do that. And this is a historical thing. My understanding of aluminium and aluminium in living things and therefore human beings is that while aluminium is the most abundant element on the Earth, in the Earth's crust, for almost all of biochemical evolution, it was excluded from the process because of its interactions primarily with silicon. We've shown that when silicon binds aluminium, it's non-toxic. That's why the Earth and life evolved on an Earth's crust made of aluminium, silicon, and oxygen so successfully, because these three elements were together. Man, only 120, 30 years ago, learned how to take that aluminium, silicon, and oxygen and turn it into aluminium metal and aluminium salts, and heralded the aluminium age. So our Earth, living things on the Earth, and humans primarily we're talking about, have only been experiencing aluminium, biologically reactive aluminium, for 120, 150 years. We are at that stage in evolution when it's toxic. We haven't had the chance for aluminium to be incorporated into anything living and used beneficially. It will happen. But of course, man may die out before that happens. We have to accept, yes. Yeah, right now we're just accepting the consequences of taking this very biologically reactive metal, living with it,
and accepting what it does without any attempt to protect ourselves from it. And actually, opposite to that, really covering up the damage that we probably know that it does already. So, for example, in the recent EMA, European Medicines Agency, review of the HPV vaccine, how many experts on aluminium did they consult? None. So how can they get that aspect if they can not consult anybody? And this happens all of the time, all of the time. We get people who have no knowledge, who are uninformed, sitting on World Health Organization, Food and Drugs, etc. All of these different committees who talk about aluminium. You have this fallacy of, I think it's the World Health Organization, giving a safe limit for aluminium. And they say, as long as it's below 1 milligram per kilogram body weight per day, you're safe. So I asked them, how do you know that when I don't know it? I've been working on aluminium for 30 odd years, trying to understand it. You know this. I asked them for the details. How did you work this out? And who did it? And it's based upon 2 or 3 animal studies taken from the literature. And that's a human recommendation. And the people who reviewed it, none of whom have any expertise in aluminium, and that has become a value that all over the world, people say, the World Health Organization. You know, the one thing I hope is this. I actually, like all of us, rely on people like the World Health Organization. I hope that in everything else other than aluminium, they do consult experts, and they are correct. So when they're telling us about, the levels of certain PCBs or something in the environment, I hope that they're not as wrong as they are with aluminium. Because if they are, then this organization is totally corrupt and useless. But in terms of aluminium, it is. And it always will be until they decide to actually talk to people who know. L'OMS annonce un chiffre d'affaires de 100 milliards de dollars en 2025, annuellement, sur le vaccin. Donc on parle de choses sérieuses au plan industriel, au plan économique. Donc, bien sûr, il y a des experts qui sont au milieu de ces questions qui mêlent, bien sûr, des questions de santé, mais aussi des questions industrielles, des questions géostratégiques. Enfin, c'est des sujets complexes. Et donc, à l'évidence, les industriels ont leur mot à dire. Le fait de peser sur l'expertise publique peut se faire par une variété de moyens. La première, c'est effectivement de ne tester qu'une partie du produit qui est mis sur le marché, et donc pas les adjuvants qui y sont ajoutés. Ça, c'est la première façon. La seconde, c'est simplement de s'acquérir les groupes d'experts, c'est-à-dire de peser sur la façon dont sont structurés les groupes d'experts qui vont in fine donner une opinion sur le produit. Et là encore, c'est quelque chose qui est régulièrement utilisé par des industriels de tous bords, hein, pas uniquement la pharmacie, mais également la chimie, l'agrochimie, etc. Quand on regarde, par exemple, à l'Agence de sécurité sanitaire européenne, l'Agence de sécurité sanitaire des aliments, hein, l'EFSA, eh bien, si on fait la moyenne de tous les groupes de travail qui sont chargés de donner une opinion sur tel ou tel produit, sur telle ou telle qualité nutritionnelle alléguée, etc., eh bien, on se rend compte que 60% des experts, en moyenne, sont en conflit d'intérêts, c'est-à-dire qu'ils ont des liens d'intérêt, soit par le biais de consultance, soit par le biais de financement de travaux académiques, soit par d'autres biais. Ils sont en conflit d'intérêts avec les industriels qu'ils évaluent, ce qui pose un problème énorme de confiance dans l'expertise publique. Pas un seul des experts qui se sont penchés sur le dossier des myofascites à macrophages, experts ès qualité, hein, je ne parle pas des
des agents, des agences. Hein. Je parle vraiment des experts extérieurs auxquels on a demandé d'émettre une opinion sur nos travaux. Pas un seul d'entre eux n'a pas un lien d'intérêt fort avec l'industrie du vaccin. Voilà, je ne peux rien dire de plus, et il y en a beaucoup qui se sont penchés. They have people that I call the aluminium ambassadors. Yes. Now, their ambassadors are bona fide scientists, usually good scientists, all around the world, who are paid by the aluminium industry to say that aluminium is not a problem. But these are not individuals who work on aluminium. Most of them have absolutely no background in aluminium whatsoever. They are individuals who, for example, work on Alzheimer's disease. And then whenever someone at the Alzheimer's Society, a major charity, asks for advice, they ask this well-known person in Alzheimer's disease, what's the role of aluminium? No, there's nothing to worry about. They don't ask me. Les découvertes scientifiques sur l'aluminium vaccinal sont maintenant très fortes, elles sont connues dans le monde entier. Et nous, malades, nous, associations de malades, nous ne comprenons pas que des décisions importantes ne soient pas prises par les responsables politiques. Donc on a cherché à comprendre, on a regardé un petit peu au niveau de l'industrie pharmaceutique, qui pouvaient être les actionnaires, etc. Sanofi, par exemple, l'entreprise française, l'entreprise la plus importante dans le domaine des vaccins au niveau international. Son actionnaire principal, c'est L'Oréal. L'Oréal, c'est l'entreprise la plus importante au niveau international dans le domaine des cosmétiques. Les actionnaires principaux de L'Oréal, c'est la famille Bettencourt et c'est Nestlé. Nestlé, première entreprise internationale dans le domaine agroalimentaire. Eh bien, ces trois entreprises ont un intérêt particulier par rapport à l'aluminium. Sanofi, aluminium dans les vaccins. L'Oréal, aluminium dans les cosmétiques. Et Nestlé, aluminium dans les packs, les laits de bébé, etc. Donc, quand on constate que les personnes qui s'opposent aux travaux des professeurs Gherardi et Autier, qui s'opposent à leurs découvertes, ces personnes-là sont pour la plupart financées soit par Sanofi, soit par la fondation Bettencourt. Donc, est-ce que c'est un hasard? Now, the thing about aluminium, and what makes people complacent about aluminium is that you don't see acute events very often from aluminium. Aluminium is not like cyanide or lead or cadmium. You don't suddenly feel ill and you don't suddenly get ill and die because you've had a single exposure to it. You'd have to have you can, but it would have to be a very high exposure. Aluminium is different. It's this silent visitor. Now, there is a proviso for that, an exception. And I believe the exception to that can be vaccination. And it is clearly not an exception in the vast majority of people, because the vast majority of people receive aluminium adjuvants and do not get severe adverse events. But if it's 1% of people, 1% of millions of people, young women having the HPV vaccine is a huge number of people suffering severe adverse events. These severe adverse events are unquestionably due to the presence of that aluminium compound. Aluminium has this amazing ability to turn the body against things that would normally be considered as self. So that's why, for example, I am not surprised that aluminium could be involved in something like multiple sclerosis. In multiple sclerosis, we know that the body starts to break down its own myelin. It produces antibodies against its own myelin product. Why? Well, et que si on regarde attentivement les travaux sur sclérose en plaques et vaccins contre l'hépatite B, qu'est-ce qu'on regarde? Celles qui trouvent une association, ce sont celles qui ont pris suffisamment de temps après la vaccination pour observer un phénomène. C'est les travaux d'Hernan, c'est les travaux de Tardieu pour l'hépatite B pédiatrique. Et qui voient qu'il faut attendre 3 ans pour qu'il y ait une augmentation du risque. Et que dans les premières années, il n'y a pas d'augmentation du risque. Ça, d'accord, pas de toxicité aiguë. Donc, comme on dit, l'innocuité des adjuvants est démontrée. Là encore, il y a une sémantique. Il faut dire stop,
l'innocuité à court terme. Mais l'innocuité à long terme, vous ne pouvez pas le dire, car vous n'en savez rien, et vous n'en savez rien parce qu'aucune étude n'a été menée là-dessus. In fact, the adjuvant does not require clinical approval at all. It is the vaccine preparation which requires clinical approval. So you may put any adjuvant into a vaccine, it will then go through a clinical approval process, and if it gets approved with that adjuvant, regardless of what it is, whether it's an aluminium adjuvant or another, then it's the vaccine that will be clinically approved, not the adjuvant. So that was a surprise to me. So I contacted Brenntag, the manufacturers of these adjuvants. I contacted the FDA in the States, and I contacted the European Medicines Agency, and I asked them the question about the clinical approval of aluminium adjuvants. And they all replied in exactly the same way, that no aluminium adjuvants require clinical approval. Alors ça, le fait que la toxicologie soit faite sur le vaccin et pas sur l'adjuvant, c'est une question très profonde qui est posée non seulement aux firmes pharmaceutiques, mais aussi à quasiment toute l'industrie chimique. On peut prendre un parallèle qui est très simple, très parlant à mon avis, c'est sur la manière dont est évaluée la toxicité des produits phytopharmaceutiques, des pesticides, des fongicides, des insecticides, des herbicides, etc., qui sont évalués systématiquement déjà d'une part par les pétitionnaires eux-mêmes, c'est-à-dire par les entreprises qui commercialisent le produit, mais d'autre part, d'un strict point de vue réglementaire, les tests chroniques de toxicité ne se font que sur le principe actif et pas sur la myriade d'adjuvants, parce que là aussi il faut des adjuvants pour potentialiser le principe actif, pas sur la myriade d'adjuvants qui sont utilisés dans les formulations commerciales. Donc en fait, il y a un biais énorme qui est introduit dans la manière dont on évalue le risque de ces produits, puisqu'on n'évalue pas la chose à laquelle tout le monde est exposé. Et donc je pense que ça, c'est une question réglementaire très profonde qui devrait être réglée d'une manière ou d'une autre, puisque simplement les gens vont arrêter de se vacciner. La confiance qu'ils ont dans le système réglementaire va s'éroder, et s'érode déjà, quand on voit par exemple les discussions qu'il y a eu au niveau européen sur le glyphosate. On se rend compte que la société civile est massivement mobilisée sur ces questions, et qu'une question qui a a priori une question technique, ou en tout cas qui a toujours été vécue comme une question technique, d'ailleurs d'autoriser ou de ne pas autoriser la mise sur le marché d'un produit, devient une question politique et une question d'agitation sociale en quelque sorte. Donc ça, je pense que pour les vaccins, mais aussi pour toute une variété de produits, évidemment, ce qu'il faut tester, c'est le produit auquel les gens sont exposés et pas le principe actif lui-même. En 2011, Virginie Bell a écrit un livre qui s'appelle « Quand l'aluminium nous empoisonne ». C'est un livre très, très riche, très documenté. Nous avons appris beaucoup de choses, et en particulier que l'Institut Pasteur, dès 1974, avait mis au point des adjuvants sur phosphate de calcium qui remplaçaient les sels d'aluminium dans l'ensemble de ses produits. Et l'auteur de ces découvertes à l'Institut Pasteur était le professeur Edgar Oliveld. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises, donc grâce à Virginie Bell. Et l'association a d'ailleurs maintenant l'ensemble de ses archives, puisque malheureusement il est décédé. Et ainsi j'ai vu qu'il avait en particulier beaucoup travaillé avec Michel Thibaudon, qui était pharmacien à l'Institut Pasteur. Et Michel Thibaudon est maintenant quelqu'un qui fait partie des personnes que j'ai beaucoup de plaisir à rencontrer. Et vous avez connu, je crois, le professeur Oliveld à l'Institut Pasteur. Qui n'a pas connu le professeur Oliveld quand on a travaillé à l'Institut Pasteur? Il travaillait, lui, essentiellement sur les vaccins, et il avait déjà, depuis quasiment une dizaine d'années à cette époque-là, vu pas mal de publications sur certains problèmes qu'il pourrait y avoir avec l'aluminium. Et c'est ce qui l'a poussé à créer les vaccins adsorbés sur phosphate de calcium, avec un brevet Institut Pasteur qu'il a créé, je dirais, dans les années 70. Et qui était utilisé par l'Institut Pasteur, mais par d'autres organismes aussi. C'était les vaccins de l'Institut Pasteur à cette époque-là. C'était les vaccins de l'enfance de l'Institut Pasteur.
Qui étaient utilisés en France, dans d'autres pays, partout, à l'étranger. L'Institut Pasteur vendait des vaccins, c'est-à-dire, je dirais, un peu dans le monde entier. Dans les années 80 et 90, il y a d'une part au niveau purement Institut Pasteur, Institut Mérieux, il y a eu la création de Pasteur-Mérieux, sérum et vaccins. Et c'est là que, comme l'expliquait Marc Girard, qui était avant à la direction scientifique de l'Institut Pasteur, puis qui est devenu directeur scientifique de Pasteur-Mérieux, sérum et vaccins, c'est l'intérêt financier qui a prévalu sur la santé humaine. C'est clair. Dans le choix entre l'aluminium et le phosphate de calcium. Bon. Disons que ça, malheureusement, c'est comme ça. Le professeur Floret, président du comité technique des vaccinations, a d'ailleurs reconnu que cet adjuvant, le phosphate de calcium, n'était pas moins efficace que l'hydroxyde d'aluminium, que les sels d'aluminium. Donc cet adjuvant peut revenir et nous pouvons avoir, c'est juste une décision politique, des vaccins sécurisés. Cette décision de l'Institut Mérieux de retirer le phosphate de calcium de l'ensemble de ses produits a fait beaucoup de bruit à l'époque. Bien sûr, chez les chercheurs de l'Institut Pasteur, ils ont été très, très nombreux à manifester leur désapprobation, mais aussi chez les professionnels de santé, en particulier l'ensemble des allergologues, par exemple la docteure Nicole Donat, qui est intervenue dès 1987 auprès de Michel Barzac, qui était à cette époque-là ministre de la Santé. Je l'ai, la lettre, oui. Oui, l'adjuvant le plus ancien utilisé dans les vaccins a été l'hydroxyde d'alumine. Il continue de l'être dans la fabrication des vaccins Mérieux, alors que l'on sait depuis quelques années, là, vous voyez, on est en 84, moi je vous parlais déjà des années, c'est 60 au début, quand il a fait les... Donc, augmentation, il a des effets indésirables, puisqu'il augmente le taux des immunoglobulines 1, qui sont déjà trop élevés chez les allergiques, donc c'est pas la peine d'augmenter encore leur taux. Et risque d'apparition de troubles neurologiques cérébraux après injection de produits contenant de l'aluminium ou après exposition de longue durée aux poussières d'aluminium. Si des accidents surviennent chez des patients allergiques, le ministère en porte la responsabilité, emporte et ne pourra pas dire qu'il n'a pas été averti. Enfin, on les a prévenus, du reste, Enoch, Rolivelde, certainement, vous pensez bien que l'équipe de Pasteur a aussi réagi, mais ça a été absolument lettre morte. J'ai beau être à l'époque, j'avais quand même un attaché consultant à l'hôpital Boucicaut, j'avais quand même mis le paquet en disant, vous voyez, quand même, j'étais dans un service de pneumologie qui était connu, mais j'étais pas professeur. Et oui, vous savez, c'est ça le problème. Si en France, vous n'avez pas des titres ronflants, tout ce que vous pouvez faire, il faut vraiment beaucoup de courage et beaucoup de ténacité pour arriver à finir un traitement et un travail. Donc l'Institut Mérieux, en 1986, décide de faire disparaître tous ces produits sur phosphate de calcium. Mais l'Institut Mérieux avait aussi des vaccins sans aucun adjuvant et depuis très longtemps. Sanofi, qui a succédé, qui a racheté l'Institut Mérieux, décide, quelques années plus tard, précisément en 2008, de faire disparaître en particulier le DT polio, un vaccin sans aucun adjuvant, qui fonctionnait depuis 40 ans à la satisfaction du corps médical, des familles. 1 million de doses étaient vendues chaque année. Ils ont mis en avant le fait qu'il y aurait eu des effets allergiques importants et que donc c'est pour ça que ce vaccin aurait été arrêté. Mais entre des effets allergiques où j'ai bien relu les données, en fait, il n'y a pas de lien justement entre ces effets allergiques et la non-présence de sels aluminiques, eh bien, moi je trouve qu'il y a 2 poids 2 mesures. C'est-à-dire que d'un côté, les pouvoirs publics disent il y a des effets de type allergique, alors on arrête le DT polio sans sels aluminiques, mais aujourd'hui on constate qu'il y a avec les sels aluminiques, donc une maladie invalidante, comme je l'ai dit, mais on n'a pas ce même principe de précaution. Pourquoi 2 poids, 2 mesures ? Cette affaire du DT polio, ce n'est pas du tout anecdotique. C'est extrêmement grave et pour nous, malades, associations, c'est absolument
insupportable. Tout d'abord, Sanofi décide de falsifier des données. Il invente des effets indésirables qui n'existent pas. Deuxièmement, l'agence du médicament, qui est chargée de contrôler, qui est responsable des alertes sanitaires, ne fait rien. Alors que ce vaccin est le seul qui corresponde à l'obligation vaccinale, diphtérie, tétanos, polio, pour les enfants qui rentrent en collectivité. Et le troisième élément, qui est sans doute le plus grave et peut-être le plus insupportable aussi pour nous, c'est que lorsque nous avons identifié ce qui s'était passé, que des données avaient été falsifiées, nous avons établi des dossiers, nous les avons transmis à l'agence du médicament, au ministère de la Santé, et rien ne s'est passé. Personne n'a réagi. Personne n'a réagi. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que là, il y a un rôle très fort des laboratoires qui font une pression parce que le DT polio sans sels aluminiques coûte beaucoup moins cher que le vaccin qui est aujourd'hui mis en circulation. D'autant que parallèlement, il y a quand même, et je n'y vois pas non plus un hasard, une rupture de stock, c'est-à-dire que ces 3 valences obligatoires DT polio qui coûtent moins cher que des vaccins à 10 valences, par exemple, eh bien, ça n'est pas rentable. Donc, comme par hasard, on n'en a plus en stock et on oblige les patients à utiliser des vaccins qui vont au-delà des 3 vaccinations obligatoires, qui coûtent beaucoup plus cher et qui font donc les beaux jours de laboratoires comme Sanofi. Je trouve que c'est vraiment le pot de terre contre le pot de fer. On leur explique que ça ne va pas, et puis eux, ils continuent à dire qu'ils n'ont pas entendu rien du tout, aucun écho de quoi que ce soit, ni de qui que ce soit. Donc, ils vont rester bouche bée. Ce qui est beaucoup plus coupable, c'est à partir du moment où on met le doigt sur le fait que non seulement l'aluminium n'est pas éliminé en quelques semaines, mais il va persister à l'intérieur des cellules de l'immunité pendant de très nombreuses années, qu'à ce moment-là, il n'y ait pas une agence de régulation qui dit « Hey, les gars, il faut reprendre le travail ». Et ça aurait dû être fait au début des années 2000. Et ça n'a pas été fait. Donc on a 15 ans de retard par rapport à la réaction naturelle de rigueur intellectuelle qui aurait dû avoir lieu. On avait interpellé à cette époque-là Madame Touraine, avant qu'elle soit ministre. Elle avait même signé une lettre comme quoi elle demanderait à ce que les adjuvants soient faits en dehors de l'aluminium. Eh bien, rien n'est fait. Et même, on nous fait croire qu'il y a l'unanimité pour dire que l'aluminium n'a pas d'effet toxique. On a une ministre qui ment. Tous les scientifiques ne sont pas unanimes. La preuve, c'est que l'étude de M. Gherardi-Autier, elle a été publiée. Moi, je l'avais auditionnée à l'Assemblée nationale en France. Ces études, maintenant, il y a d'autres études dans le monde qui montrent que l'aluminium est neurotoxique. Alors, pourquoi elle dit l'unanimité des scientifiques? I think that Professor Gherardi is a very sincere and precise and immaculate neurologist. Like me, he came across these patients who develop the side effects and the macrophage myofasciitis following the HBV vaccine, the hepatitis vaccine. But he did an excellent work. Like with everybody who is doing something with vaccine and does not go in the lines of the institutions, at the beginning, nobody believes him and even may claim that he is a charlatan.
And I have to say that from my experience, both in Israel as well as in Denmark, for instance, one of the countries where we have a large number of subjects who suffered severe side effects, especially from the HPV, people see these cases in which immediately after the vaccine or very close to the vaccine, healthy girls who were apparently athletic and suddenly they find themselves wheelchaired or bedridden. Another aspect is primary ovarian failure. This means that these young girls suddenly they find themselves not being able to be pregnant. And the reason is that the aluminium destroyed or affect the maturation of the eggs in the ovaries. It has been reported in several cases. It's still underreported because many of those girls are on contraceptive pills, and therefore they delay the diagnosis only after they will stop or discontinue to take these contraceptive pills. But it has been shown that if you inject aluminium into mice, you destroy or you affect the maturation of the eggs in the ovaries. We have shown it too recently, and we are going to publish these results in mice. So as you can see in summary, and I would like to emphasize, vaccines are extremely important. They have exterminate actually, or they have make our life healthier by eradicating some tremendous or awful viral infections. They most probably cut down deaths and severe complications from other viral or bacterial infection. But having said that, we have to understand that there is a group of people who are hyperactive and they are more sensitive to develop autoimmune disease. I think it's relatively clear that there are some questions in the field of aluminium research which most would not like to see answered. Mm-hmm. I cannot sit here now and tell you, for example, that aluminium is a cause of Alzheimer's. But what I can tell you now is that aluminium does make Alzheimer's worse. Aluminium does make Alzheimer's occur at an earlier age. And it does. We know this because when we find such high levels of aluminium as we have in human brain tissue, it is inevitable that that aluminium will contribute to this disease. It is inevitable. Je dis pas que c'est la vérité absolue, il n'y a pas de vérité divine, de choses comme ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de croyance, moi c'est pas que j'y crois ou que j'y crois pas. C'est pas une question de croyance, on n'est pas dans la superstition, on n'est plus au Moyen-Âge, il faut sortir de ça. On est sur des faits, on collecte des faits, on les analyse, on les étudie, on fait de la modélisation expérimentale, on réfléchit. Voilà, on publie nos travaux. Mais de qui se moque-t-on? Il y a des études scientifiques, elles ont été publiées, elles montrent qu'il y a des effets, parce que l'industrie a pris le pouvoir, que les multinationales ont pris le pouvoir. Le politique ne veut pas forcer l'industrie à changer ses adjuvants parce qu'ils ont des chaînes de production qui leur coûtent pas cher, qui leur permettent de sortir, voyez, des vaccins pas chers, et par contre, eux, retirent les profits. Donc, voyez, moi, ce qui me met hors de moi, ce qui me motive pour lancer MemPro, pour attaquer des ministres de la Santé, c'est de dire, mais est-ce qu'on s'occupe des gens? Est-ce qu'on s'occupe de la santé publique? Est-ce qu'on voit tous ces lanceurs d'alerte qui montrent qu'il y a des problèmes? Ou est-ce que vous vous couchez devant l'argent?
Nous avons signalé l'émergence de la maladie à l'Institut de veille sanitaire et au Centers of Disease Control américain. Nous avons signalé l'hypothèse, avant de l'avoir confirmée, de la possibilité de l'origine vaccinale de la myofasciite à macrophage. Nous avons joué le jeu de la transparence la plus complète avec l'Agence du médicament, qui s'appelait l'AFSAPS et qui s'appelle maintenant la NSM. Nous avons accepté toutes les propositions qui nous ont été faites consistant à interagir avec eux selon un cercle qui devait être vertueux, c'est-à-dire qu'on proposait des modalités d'investigation expérimentale ou clinique. Ils nous en faisaient une lecture critique, ils nous le renvoyaient, on améliorait notre copie, et donc on pensait qu'au bout de ces échanges nombreux et qui ont duré pendant des années, nous aurions une aide apportée par ces agences, et force est de constater que cette aide n'est jamais venue du temps de l'AFSAPS, et qu'elle n'a commencé à venir qu'après que l'AFSAPS a été dissoute, et après l'affaire du médiateur, et qu'elle a été transformée en ANSM. Et d'ailleurs, même avec la NSM, l'obtention du premier crédit, qui date de décembre 2013, donc c'est quelque chose de très tardif dans cette histoire, n'a été obtenue qu'après que l'association E3M se soit fortement mobilisée, que les politiques aient essayé de peser dans la balance pour que les choses puissent avoir un petit début d'effet en termes de financement de la recherche. Nous avions tout fait. Nous avions rencontré tout le monde. Nous avions utilisé des arguments de bon sens. Nous étions appuyés sur la science, sur les connaissances scientifiques. Et pourtant, rien ne bougeait. Donc, pour nous, il ne restait qu'une seule possibilité, c'était d'agir physiquement. Et physiquement, d'aller devant le ministère de la Santé et de dire « nous, malades ». Nous, malades. Oui. La fatigue. Tout ça est difficile parce que derrière cette affaire, il y a des enfants, il y a des petits-enfants. C'est pas un sujet abstrait, d'accord ? Donc c'est pour ça que nous avons décidé d'utiliser d'autres moyens et de venir physiquement devant le ministère. Nous avons mené une grève de la faim, une vingtaine de personnes se sont mobilisées, c'est quand même pas rien, des malades qui font une grève de la faim. Au final, nous avons obtenu des choses qui sont importantes. L'État s'est engagé à financer à hauteur de 150 000 € les travaux sur l'aluminium, sur la toxicité de l'aluminium. Nous avons eu la certitude de la duplicité, je vais utiliser des mots forts, des agences de sécurité sanitaire, quand l'ANSM et son président de l'époque, M. Maranaki, avaient décidé de mettre en place un comité de pilotage sur la sécurité des adjuvants aluminiques. L'idée était très simple et là encore très vertueuse. Elle était de dire qu'il y a de nombreuses questions d'ordre de recherche clinique ou de recherche fondamentale qui se posent sur les adjuvants aluminiques. Mettons autour de la table les meilleurs scientifiques français susceptibles de contribuer à définir les actions de recherche nécessaires pour répondre à ces questions. Et donc ce comité de pilotage ALU, ou COPIL-ALU, s'est mis en place. Il y a eu un premier niveau de difficulté qui a été celui de définir quel en serait le président. Nous avions souhaité de façon ferme que ce président n'ait pas de conflit d'intérêts avec l'industrie trop notoire, et les noms qui nous avaient été proposés étaient des noms qui n'étaient pas acceptables de ce point de vue-là. Duplicité, c'est bien le mot, pour au moins 3 raisons. La première raison, c'est que le ministère de la Santé a voulu imposer à la présidence de ce comité de pilotage la professeure Brigitte Autran.
Brigitte Autran est une personne qui a de nombreux conflits d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique, notamment via la fondation Bettencourt. Deuxième exemple de duplicité, E3M, qui devait être membre de ce comité de pilotage, disparaît de ce comité. Nous n'avons jamais été conviés à ce comité de pilotage. Troisième preuve de duplicité, les 150 000 € que nous avions obtenus de longue lutte n'allaient pas au service qui est le plus compétent sur le sujet, mais allaient être octroyés à d'autres équipes qui n'avaient absolument aucune expérience en la matière. Donc pour nous, c'était absolument insupportable. Et heureusement, Laurence Cohen, qui était sénatrice et aussi membre du conseil d'administration de l'Agence du médicament, l'ANSM, est intervenue et grâce à son intervention, les 150 000 € ont pu atterrir là où ils devaient atterrir, c'est-à-dire dans l'équipe INSERM des professeurs Gherardi et Autier. Ça fait 11 années après le diagnostic. J'ai toujours les mêmes douleurs. Et la maladie, les douleurs évoluent en permanence. Ça évolue en permanence. J'ai toujours mes douleurs musculaires, les douleurs articulaires, j'ai les sifflements des oreilles, j'ai des maux de tête en permanence. Et toujours ces troubles cognitifs, les troubles de la mémoire. Je lis une phrase, il faut que je la relise parce que j'arrive pas à retenir. Ça s'aggrave avec le temps, pour le moment. Puisque dernièrement, j'ai eu d'autres problèmes de santé. On pense que c'est secondaire à la myofasciite à macrophage. Et en fait, là, sans traitement, je ne pourrais pas rester assise devant vous, en fait. Je suis obligée de m'asseoir sur un coussin. Mon projet de vie, oui. Même mon conjoint, au début, il a fallu accepter la maladie. Parce que, bon, il m'a connue, j'étais pas malade. Donc, accepter la maladie, faire avec. Et puis, s'adapter aussi. Voilà. Donc, en fait, on passe d'une vie d'avant à une vie maintenant. Ça fait du bien d'être à deux encore. Depuis l'âge de 37 ans, nous vivons comme un vieux couple de retraités, quoi. Avant, on faisait beaucoup d'activités, on était sportifs, on faisait de la danse, des randonnées, des sorties en vélo. Et aujourd'hui, on est réduit à faire quelques promenades. Qu'elle soit malade, ça apportait encore plus de solidarité, encore plus d'attention. Ça a été une difficulté supplémentaire dans notre vie. Il faut s'adapter au niveau financier, il faut s'adapter au niveau activité, revoir un peu le sens de la vie. Les projets. Les projets, tous les projets. La plupart des personnes qui sont atteintes de myofasciite à macrophage, parce que la maladie n'est pas reconnue, touchent moins de 1 000 € par mois. Moins de 900, moins de 800. Je connais des personnes qui vivent avec 500 € par mois. C'est absolument inacceptable. Donc, quand nous demandons ce que la loi théoriquement autorise, quand nous demandons l'indemnisation du préjudice que l'on a pu subir, nous avons face à nous un mur. Nous devons aller en procédure judiciaire, ce qui nous prend 3, 4, 5, 6, 7 ans. Et le Conseil d'État, depuis fin 2012, reconnaît très clairement le lien entre notre pathologie et l'aluminium des vaccins. 8 décisions, 8 arrêts de Conseil d'État depuis 2012. C'est important. C'est vraiment une jurisprudence qui est très forte. Et pourtant, si on dépose demain un dossier auprès du ministère de la Santé ou de l'ONIAM, donc son bras armé, aucune indemnisation n'est toujours accordée. Une politique vaccinale peut se faire au détriment de l'ensemble des personnes qui en sont victimes. C'est pas possible, c'est pas acceptable.
nous avons voulu essayer de comprendre quels pouvaient être les facteurs génétiques qui pouvaient expliquer que nos patients aient du mal à se débarrasser de l'adjuvant aluminique capturé par leurs macrophages. Alors, pour ne pas partir dans tous les sens, on a essayé de comprendre où ça serait pertinent de chercher. Et donc, on s'est intéressé à comprendre que fait un macrophage quand il mange une particule. Alors, on a compris que quand il mange une particule, il fait toujours la même chose, que ce soit une particule infectieuse, une bactérie par exemple, ou que ce soit une particule minérale de la taille d'une bactérie. Il l'englobe, il la fait rentrer dans son corps cellulaire, dans son cytoplasme, et après, il développe une stratégie pour s'en débarrasser, pour se détoxifier lui-même de ce qu'il a mangé. Et ce système s'appelle l'autophagie xénophagie, c'est un nom un peu barbare, mais qui consiste en fait à isoler l'intrus dans une double poche, une poche à double membrane. Comme ça isole l'alien. Et ensuite, il fait fusionner un organite tueur qui s'appelle le lysosome, qui vient fusionner avec cette poche et qui détruit tout ce qu'il y a dans la poche. Et ce lysosome, il est très destructeur parce qu'il contient des enzymes très destructrices qui ne fonctionnent qu'à pH très acide, et donc il a un pH très acide. Donc les enzymes elles-mêmes, elles tuent ce qui est vivant, donc les bactéries, ou ça détruit des protéines, ou les vieilles mitochondries, tout ce que la cellule a décidé de détruire, mais le pH, c'est-à-dire l'acidité, est capable de corroder, de solubiliser les minéraux. Quand on veut solubiliser un minéral, on le met en milieu acide, et l'acidité le fait fondre, le fait passer d'un état solide à un état soluble. Et donc, c'est ce qui se passe avec les particules en général, minérales. Et donc, on s'est dit, ben voilà, si c'était un dysfonctionnement de ce dispositif d'autophagie, xénophagie. On sait qu'il y a 34 gènes qui codent pour cette machinerie très sophistiquée. Et donc, on a recherché 109 variants, c'est-à-dire des variations génétiques au niveau de chacun de ces gènes, qui sont normales, c'est-à-dire qui n'induisent pas, quand elles sont changées par rapport à la normale, une maladie en elle-même, mais qui prédisposent le système à fonctionner moins bien. Et donc sur ces 109 variants qui ont été recherchés, on en a trouvé 7 qui étaient situés dans 6 gènes différents et qui sont significativement plus fréquents chez les patients ayant une myofasciite à macrophage que chez la population normale. Il y a des séries internationales de consensus qui nous disent quelle est la normale. Ce qui est très intéressant, c'est que ces variations génétiques sont cumulatives. C'est-à-dire que nos patients, ils n'ont pas une, mais ils en ont habituellement 3, 4, 5, qui probablement additionnent leurs effets. Ce qui fait que dans une situation normale, où c'est un travail standard que le macrophage doit faire, ça fonctionne. Et si le travail est un peu au-dessus de la possibilité, tout le monde va avoir un peu de mal, mais va finir par y arriver. Et puis une petite proportion de la population va être dans l'incapacité de faire face et donc n'y arrivera pas. Et si on passe à 10 vaccins, 15 vaccins, 20 vaccins, 25 vaccins, plus ça va et moins on aura besoin d'avoir une partie génétique. Au bout d'un moment, ce sera la toxicité seule, sans explication de susceptibilité sous-jacente, qui sera en cause. Je vous l'ai peut-être déjà dit dans l'interview précédente, mais aux États-Unis, il y a 16 injections aluminiques entre 0 et 18 mois. Il y a, selon les sources, 120 ou 200 vaccins en développement. Donc si tout ça arrive, et chaque vaccin n'étant évalué que pour lui-même, on dit, voilà, ce vaccin, il est sûr parce qu'on l'a évalué sur ce vaccin. On ne prend jamais en cause les 7, 10, 15, 16 autres vaccins qui sont donnés en parallèle. Donc à partir du moment où on évalue individuellement les vaccins et pas la multivaccination comme un problème en soi, eh ben, avant qu'on lève le lièvre, il y aura des catastrophes.
nous pensons avoir vraiment mis le doigt là sur un mécanisme fondamental perturbant les capacités de détoxification des macrophages et donc d'un individu. Alors, ça s'applique très certainement donc aux adjuvants, puisque on a étudié 365 patients quand même, donc ça commence à être important. 93% d'entre eux ont plus d'un variant, contre seulement 14% dans la population contrôle, donc c'est une très grosse différence. Il y a naturellement beaucoup de travaux complémentaires à faire où il faut qu'on arrive à démontrer que le fait de ne pas pouvoir se détoxifier va aggraver les effets neurotoxiques chez l'animal, par exemple. Ça a l'air de rien, c'est facile à dire comme ça, c'est beaucoup de travail expérimental en perspective, mais en tous les cas, c'est une piste qui, pour la première fois, donne une explication intelligible à cette différence entre les patients qui ont une myofasciite à macrophage et les autres vaccinés qui, dont le muscle ne contient pas de myofasciite à macrophage alors qu'ils ont été vaccinés dans les mêmes conditions. Il n'y a toujours pas d'appel d'offres perméable à une recherche comme celle-ci. Actuellement, ça n'existe pas. Il est impossible, ni l'ANR, ni les projets hospitaliers de recherche clinique, aucune source officielle de délivrance de financement pour la recherche ne peut accepter ce sujet. Ce sujet n'est éligible nulle part. Ça paraît effarant, mais c'est vrai. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la recherche n'est plus libre, puisqu'elle est entièrement thématisée. À partir du moment où elle est entièrement thématisée, chercher hors des thématiques qui sont priorisées par des décisions politico-industrielles, eh bien, elle n'a plus le droit d'exister. Et donc ça, c'est le vrai problème. Les crédits récurrents de l'INSERM, du CNRS, des universités ont fondu comme peau de chagrin, et donc la possibilité de chercher sur des sujets intéressants qui ressortent de la créativité des chercheurs, c'est-à-dire le plus précieux, en fait, finalement, de la créativité de la science, eh bien, ne peut pas trouver son possibilité d'avoir les crédits minimums pour ne pas s'éteindre. Et ça, on en reviendra, parce que c'est mortel, hein.